tous, merci d'être avec nous pour cette session. Un grand merci à vous tous d'être là en ce dimanche matin pour aborder. Je suis Jean-Paul Chapelle de France Télévisions et je suis vraiment très heureux d'animer cette table ronde, un panel prestigieux de gouverneurs de banques centrales avec qui nous allons essayer de répondre à ces questions essentielles sur les banques centrales. Est-ce que ce sont de bons paratonnerres des crises? Est-ce qu'elles parviennent à réparer, neutraliser les crises existantes, mais aussi peut-être à prévenir les crises et les risques à venir? Pour répondre à cette question, nous avons donc dans l'ordre d'entrée en scène et donc de gauche à droite, Jean-Paul Paulin qui est coordinateur et évidemment membre du Cercle des économistes. Ensuite, Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Pablo Hernandez de Cos, gouverneur de la Banque d'Espagne. Mario Centeno, gouverneur de la Banque du Portugal. Naoko Eishi, professeur à l'université de Tokyo, mais qui a été aussi vice-ministre des Finances. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Je donne tout de suite la parole à Jean-Paul Paulin. Merci Jean-Paul. Le paratonnerre a été inventé pour essayer de neutraliser des chocs atmosphériques sévères. Les banques centrales, elles, ont été créées à la fois pour réguler la finance, pour éviter ces fameuses crises, les paniques bancaires notamment, et aussi pour répondre à des chocs budgétaires qui étaient généralement liés à des guerres. Donc, dans les 15 dernières années, les banques centrales ont retrouvé leur mission initiale à travers leur intervention sur deux types de crises, la crise financière de 2008 d'un côté et la crise sanitaire de 2020 de l'autre. Est-ce qu'elles ont neutralisé l'impact de ces crises? On peut répondre qu'elles ont sans doute permis de faire en sorte qu'elles soient moins catastrophiques qu'elles n'auraient pu l'être, mais elles n'ont pas vraiment neutralisé, parce qu'au bout du compte, on a assisté à une augmentation forte de l'endettement public qui a été d'ailleurs alimenté par des politiques budgétaires parfois exagérément laxistes. Il se trouve de surcroît qu'on a eu un affaissement des taux de croissance, dans un premier temps au moins, de l'inflation et des taux d'intérêt. Et puis, il y a eu le retour de l'inflation. Donc on peut se demander si finalement, ce que l'on doit demander aux banques centrales, c'est plutôt d'éloigner les orages. Je veux dire, de prévenir un certain nombre de risques. Elles le font évidemment du fait de leur implication dans la régulation et dans la supervision des banques. Cette mission d'ailleurs a été accentuée par la crise de 2008, heureusement, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, et notamment du côté du shadow banking. Donc cette mission-là est claire. Il faut quand même bien dire que il n'est pas complètement évident d'arriver à cumuler l'objectif de stabilité des prix avec cet objectif de stabilité financière. Si vous relancez, par exemple, voulez relancer l'économie par des taux d'intérêt trop bas, il se trouve, des études ont montré que si vous maintenez des taux d'intérêt trop bas trop longtemps, ceci conduit à une augmentation de la probabilité de crise. Mais enfin, bon, ça doit pouvoir se faire. Mais les banques centrales, dernièrement, se sont montrées préoccupées par le risque climatique. Et elles souhaitent intervenir dans la prévention de ces risques. Alors, elles peuvent là aussi le faire par diverses actions, mais notamment par des améliorations des conditions de financement pour des investissements verts, ce qui peut apparaître éventuellement
comme une renonciation à leur principe de base qui était la neutralité de marché, en tout cas jusqu'à dernièrement. Certaines banques centrales ont aussi parlé de prévenir le risque lié aux inégalités de revenus et de richesses. Alors ça fait effectivement beaucoup de questions en même temps, ou beaucoup d'objectifs en même temps. Et sans doute, doit-on se demander si ces nouveaux objectifs ne sont pas trop nombreux. Il se trouve que dans les années de grande modération, dans la fin des années 90, les banques centrales avaient restreint beaucoup leurs objectifs. Elles sont en train aujourd'hui de les augmenter, d'augmenter le champ de ces objectifs. Est-ce possible ? Ce sera sans doute une des questions auxquelles ce panel d'exception va essayer de répondre. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul, on a le même prénom, et merci d'avoir respecté le temps, parce qu'effectivement il est assez limité pour chacun d'entre nous. C'est 5 minutes, mais on aura évidemment, grâce à ce format court, l'occasion de débattre ensuite, notamment avec vous. Je rappelle que vous avez la possibilité, si vous voulez entendre en anglais, d'appuyer sur 2 et en français sur 1, puisque les personnes vont s'exprimer dans différentes langues. Je donne tout de suite la parole à Andrew Bailey, donc gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour 5 minutes. 5 minutes. Merci. Je souhaite commencer par dire que c'est un énorme plaisir d'être aux rencontres. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'étais jamais venu moi-même. Ça a été un grand plaisir pour moi de venir et d'être ici à Aix-en-Provence. Merci de cette invitation. Je vais commencer par vous parler de cette notion de paratonnerre, cette métaphore. Il est important de tenir compte du fait que le paratonnerre ne peut résoudre qu'un seul problème, pas tous les problèmes à la fois. Ils ont été conçus et créés pour résoudre un seul problème et ils sont plutôt efficaces en la matière. Il est important de le rappeler. Comme vous avez dit lors de l'introduction, il y a beaucoup de chocs qui se produisent dans le monde. À l'heure actuelle, nous vivons dans un monde où de plus en plus de chocs affluent en même temps. C'est du jamais vu dans l'économie mondiale. Il faut se rappeler aussi que les banques centrales existent, pour la plupart d'entre nous, pour atteindre 2 objectifs. Assurer la stabilité des prix et au niveau de l'inflation et assurer la stabilité financière. Voilà nos objectifs. Mon point de départ est le suivant donc. Ces autres choses qui se passent, eh bien, nous ne sommes pas ici pour jouer le rôle de chef de file et résoudre ces problèmes. Ce n'est pas la mission des banques centrales. Toutefois, ces chocs ont un impact sur les choses que nous sommes ici assurés de faire, c'est-à-dire la stabilité des prix, la stabilité financière. Donc on ne peut pas ignorer ces chocs. Ce serait une grosse erreur de notre part. Il faut en tenir compte. Je suis très stricte à ce niveau-là. Si les banques centrales tiennent en compte ces chocs, c'est à cause de leur impact sur nos objectifs de base et non pas parce que nous allons jouer le rôle de chef de file dans la résolution de ces problèmes en tant que politique publique. Et ça, c'est un principe très important. Il faut se tenir à ce principe très strict. À l'heure actuelle, on est obligé de tenir compte, d'évaluer et de répondre à bien plus de chocs que de par le passé. Il y en a 2 catégories. Il y a ce que j'appelle les chocs au long terme. Ce sont des choses qui persistent depuis pas mal d'années et qui vont se poursuivre. J'en ai identifié 2. D'abord, la population vieillissante du monde. 2, pour la plupart d'entre nous, des augmentations de productivité très faibles depuis la crise financière. On comprend mieux le vieillissement que ce deuxième problème et ses causes. Je vais terminer par dire que, bien entendu, il y a ce que nous espérons seront des chocs qui dureront moins longtemps. La guerre en Ukraine, la Covid,
qui, je l'espère, fait partie du passé. Ce sont des choses qui se sont produites depuis 3 ou 4 ans. Ce sont des chocs colossaux dans notre monde. On ne peut les résoudre tout seul, mais il faut en tenir compte. J'espère donc, du point de vue de la Banque de l'Angleterre, vous avoir expliqué comment on voit ces chocs et comment on conçoit notre travail en la matière. Merci. Pablo Hernandez d'Écosse, gouverneur de la Banque d'Espagne. Yeah. Thank you very much for the invitation. It's a real pleasure to be. Merci de cette invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Donc oui, c'est vrai. La politique monétaire, eh bien, les banques centrales ont pu combattre différentes crises de toutes sortes depuis une quinzaine d'années. Mais ce que je voudrais dire et souligner avant tout, c'est est-ce qu'on peut arriver à un meilleur équilibre politique pour combattre ces crises? Il y a non seulement la politique monétaire comme outil, comme Jean-François l'a dit, mais on dispose d'autres outils, notamment la politique fiscale et la politique macroéconomique et fiscale. Je vais commencer par parler de la politique fiscale. En Europe, nous parlons du besoin d'avoir une politique fiscale prudente depuis des années. C'est important en termes de stabilité au sein de l'Union monétaire. Parfois, on oublie toutefois qu'une des raisons principales pour lesquelles on souligne le fait que c'est crucial, c'est pour éviter justement des politiques fiscales procycliques. Et c'est ce qui se produit depuis pas mal d'années, depuis la création de l'Union monétaire. Ça veut dire que les gouvernements n'arrivent pas à contrôler les déficits. Et quand les crises arrivent, les gouvernements ont dû restreindre la politique fiscale et utiliser la politique monétaire pour avancer dans l'autre sens. L'idée, c'était de garantir que la politique fiscale puisse aider la politique monétaire à combattre les crises économiques. Les politiques fiscales, donc, doivent être très prudentes. On pourra en débattre à un moment donné. On pourra parler, donc, du pacte de stabilité et de croissance, et là, le message est très clair. Ensuite, il y a une deuxième remarque, un deuxième outil, sont les politiques macroéconomiques. C'est la possibilité des banques centrales ou des autorités monétaires en général d'exiger un minimum de capital pour les banques. L'argument principal, c'est que ça permet de combattre des cycles financiers chaotiques. Plus important encore, avec ces garanties, ces capitaux peuvent être employés pour éviter justement, de restreindre trop l'offre de crédit. Donc certes, la politique monétaire nous permet de combattre les crises et de stabiliser l'économie, mais il serait mieux de combattre ces crises en employant d'autres outils comme la politique fiscale et les outils qui favorisent la stabilité financière. Respecter le temps imparti. C'est à vous maintenant, Mario Centeno, gouverneur de la Banque du Portugal, pour 5 minutes. Okay, good morning. Thank you. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je dispose de 5 minutes de temps de parole. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'Europe aujourd'hui. Je vais essayer de vous convaincre. Je suis bien entendu très pro-européen. Toutes les crises se dénouent différemment. Même si on identifie les chocs, les raisons derrière la crise, chaque crise se résout différemment. Pourquoi? Il y a donc des systèmes d'intéressement par le truchement de nos institutions. Eh bien, cette fois-ci, l'Europe
fournit la plus grande stabilité dans le monde en termes de politique économique. C'est mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'on s'est préparé beaucoup mieux cette fois-ci par rapport à de futures crises. Mais revenons en 2019. 14 des 19 États membres de la zone euro avaient atteint l'objectif de moyen terme en termes de politique fiscale. Ça veut dire qu'on essaie d'augmenter les réserves afin de réduire les risques avant les crises. On a pu donc mieux réagir à la crise mondiale en 2020. C'est peut-être cette grande intégration en Europe qui s'est révélée bénéfique pendant ces crises. Comme Paolo l'a dit, la politique monétaire et fiscale ont fonctionné ensemble en Europe, ce qui n'était pas le cas auparavant dans des autres crises. L'Europe, donc, est en position de force aujourd'hui et il faut justement savoir bien faire valoir ses forces dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout miser sur la politique monétaire, la politique fiscale ou autre chose. Il faut continuer de renforcer l'Union européenne. Il faut une capacité fiscale centralisée en Europe. Nous avons besoin de plus d'intégration et d'une meilleure intégration. Il faut compléter l'union bancaire. Il faut un système de dépôt européen qui fonctionne réellement et qui renforce la stabilité financière en Europe. D'autres unions monétaires ont leur propre dispositif et nous en avons besoin également en Europe. Donc, il nous faut de la confiance. Les Européens doivent se faire confiance mutuellement. Nous devons fonctionner en tant qu'union. Nous sommes dans un grand pays de rugby en Europe et nous savons tous qu'une union monétaire fonctionne un petit peu comme une équipe de rugby. Il faut se déplacer ensemble sur le terrain, tous ensemble. Nous ne pouvons plus jouer s'il manque un membre de l'équipe. C'est toute l'équipe qui souffre lorsqu'elle manque un joueur. C'est la même chose au sein d'une union monétaire. Donc franchement, il faut s'unir et jouer ensemble. C'est un jeu collectif, sinon c'est mauvais pour l'économie. Voilà pourquoi les banques centrales ont un mandat important en termes de promouvoir la stabilité des prix. C'est parce que l'inflation est une mauvaise chose. Il faut combattre l'inflation. Et nous avons besoin de faire appel à toutes les politiques. Les politiques fiscales expansionnistes seront une mauvaise chose si on veut combattre l'inflation. Nous avons besoin de politiques contre-cycliques pour les mêmes raisons. Nous savons tous que la politique monétaire permet de promouvoir une redistribution de la richesse. Il faut protéger les plus vulnérables. La politique fiscale doit protéger les plus vulnérables. Et ensuite, il incombe à la politique monétaire de combattre au niveau macroéconomique l'inflation. Les gouvernements européens, pendant la Covid et la crise énergétique, ont mieux joué ensemble qu'auparavant. Il n'y a pas eu de crise existentielle pour l'euro pour la première fois de ce siècle lors d'une crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Je peux vous citer juste un chiffre et après je vais terminer. Pendant cette crise, en 2021 et 2022, le gouvernement américain, son déficit était de 17% de plus que le déficit européen ensemble. Ça veut dire que la politique fiscale en Europe a bien fonctionné. Merci beaucoup. Naoko Ishii, c'est à vous.
Hello, very good morning. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je dois admettre que je me sens un petit peu mal à l'aise d'être assise à côté de ces gouverneurs des banques centrales. J'ai passé une bonne partie de ma carrière avec le ministère des Finances à la Banque mondiale, mais depuis quelques années, j'ai voulu combattre la crise de l'environnement, les différentes crises. Donc, j'étais à la tête d'une institution située à Washington et bien sûr, il me semble que le rôle de la Banque centrale est d'une importance capitale. Nous rencontrons énormément de nouveaux défis en termes d'environnement et autres, et les banques centrales, il me semble, démontrent une certaine agilité dans la lutte contre ces nouveaux fléaux, car les banques centrales ont compris que ces crises ont un énorme impact sur la stabilité monétaire et financière. Du point de vue du GIEC, il ne s'agit pas juste d'une crise de l'environnement, une crise de l'énergie, c'est une crise qui impacte tout le système économique actuel. Tout ceci a un impact sur le système de production et de consommation. En fait, il s'agit d'une crise de système, d'une crise de politique. Et pour résoudre cette crise, il nous faut une transformation verte. Il ne s'agit pas de transformer juste l'énergie, il faut transformer tout le système. Et le système financier peut jouer un rôle en la matière, peut jouer un rôle très significatif à ce niveau-là. Je pense que les banques centrales, depuis à peu près 10 ans, devraient dans ce sens. L'idée, c'est donc de créer un grand nombre d'outils pour combattre ces différentes crises. Je constate que cette boîte à outils comporte énormément d'instruments maintenant, et je suis ravie de voir que les gouverneurs maintenant parlent de leur mandat actuel et comment élargir ce mandat pour justement favoriser cette transformation verte. Il s'agit de faire en sorte que cette transition soit réelle. Si nous agissons tous ensemble, la transformation sera de meilleure qualité, il y aura davantage de croissance, l'économie pourra fleurir. Donc il est important d'agir au niveau de la stabilité des prix. Nous devons donc tous travailler ensemble pour trouver la bonne voie afin d'effectuer cette transformation verte. Il faut avoir recours à tous les outils à notre disposition. Les défis concernent le moyen terme, le long terme. Le coût peut être important, peut même augmenter, car cette transformation est une tâche très complexe et gigantesque. C'est du jamais vu. Et si nous réussissons cette transformation tous ensemble, on pourra justement juguler l'inflation, l'augmentation des prix et assurer une bonne qualité de vie. Il me semble que nous devons tous travailler ensemble afin de réussir cette transition verte. Les banques centrales, avec tout le système financier en général, devront trouver la solution, assurer le financement nécessaire à cette transformation. À l'heure actuelle, nous parlons essentiellement de l'Europe, mais cette transformation ne doit pas s'effectuer uniquement en Europe. Il faut que cette transformation soit réelle dans le monde entier. Bien sûr, dans une quinzaine de jours, je vais assister à un sommet à Paris. On va parler de comment gérer cette transformation verte en dehors des économies avancées, car cette transformation est essentielle au niveau des autres pays moins dotés. Voilà, c'est peut-être un autre sujet d'étude pour tout à l'heure. Merci de votre attention. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.
Merci Jean-Paul et bonjour à vous tous. J'ai d'abord un message personnel. Je voudrais dire à mes collègues et amis ici présents combien je suis heureux de les retrouver en France. Croyez-moi, on passe un temps fou ensemble, y compris le week-end. Nous étions il y a 15 jours, exactement à la même heure, dimanche matin à 10h, ensemble, enfermés dans une salle de réunion à Bâle. Eh bien, c'est encore plus agréable de se retrouver à Aix-en-Provence, au milieu du chant des cigales. Welcome, my friends. La question qui est posée, c'est est-ce que les banques centrales peuvent être les paratonnerres des crises? J'espère ne pas trop vous décevoir en répondant clairement non à la question. Et j'espère ne pas trop vous surprendre en plaidant la modestie quant au pouvoir des banques centrales. Alors bien sûr, nous allons remplir notre mission. Et un tout petit mot d'actualité à propos de ça. Nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, en zone euro comme en France. Nous avons en France passé le pic d'inflation. Je vous redonne juste les chiffres en indice européen harmonisé. Nous étions à 7% au début de l'année. Nous sommes à 5,3% aujourd'hui. Nous avons passé le pic d'inflation et je crois que nous allons bientôt atteindre le point haut sur les taux d'intérêt en zone euro. Soyons clairs, quand je parle de point haut, il ne s'agira pas d'un pic, mais plutôt d'un haut plateau sur lequel nous devrons rester suffisamment longtemps pour assurer la pleine transmission de tous les effets de la politique monétaire. Dernière remarque sur notre mission, j'ai entendu évoquer hier la suggestion que nous devrions changer notre cible d'inflation et viser non pas 2% mais 3%. Je crois que c'est un exemple de fausse bonne idée, mais on reviendra sans doute, Jean-Paul, là-dessus. Je voudrais me concentrer sur pourquoi je dis non en réponse à la question. Je crois que nous ne pouvons pas tout faire. Et Pablo l'a très bien dit à propos d'autres politiques, nous ne pouvons pas régler la crise de la dette. Nous ne pouvons pas régler tout seuls la crise climatique, même si la Banque de France, beaucoup des banques centrales qui sont là, sont clairement engagées pour verdir le système financier. Je ne sais pas si vous avez écouté, Naoko a mentionné le NGFS, Network for Greening the Financial System, réseau pour verdir le système financier. C'est un réseau créé par la Banque de France et, cher Andrew, la Banque d'Angleterre. Nous avons maintenant 140 membres. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Alors pourquoi est-ce que périodiquement, surtout ces années-ci, revient l'idée que les banques centrales vont régler toute une série de sujets? Je voudrais peut-être y consacrer les 3 ou 4 minutes qui me restent, parce que je crois que c'est intéressant. 2 minutes. Alors, là, il y a 2 mauvaises raisons, me semble-t-il, et 2 raisons plus intéressantes pour notre débat démocratique. La première mauvaise raison, c'est l'illusion de la baguette magique. La finance, c'est compliqué. La politique monétaire, tout le monde se dit que c'est très austère et un peu secret. Donc nous aurions des recettes à nous, non douloureuses. Non, ça, c'est pas vrai. Une des grandes règles de l'économie et de la finance, there is no free lunch. Nous non plus, nous n'avons pas le pouvoir de résoudre les crises sans douleur. La deuxième mauvaise raison, elle est plus subtile, c'est l'indépendance. Ça, je crois profondément à l'indépendance. La Banque de France, au passage, célèbre cette année le 30e anniversaire de son indépendance, c'est la loi d'août 93. Mais l'idée que nous aurions le privilège d'échapper aux lourdeurs du débat politique et que ça serait ça la clé, je ne m'y résigne pas parce que je crois que nous pouvons soigner les maladies de notre débat démocratique. Et ça m'amène aux 2 causes plus intéressantes. La première, c'est que dans le champ limité qui est le nôtre, nous avons une responsabilité claire. Nous avons un objectif précis ex ante, la stabilité des prix, et nous en avons donné une traduction chiffrée, 2% d'inflation à moyen terme. Et nous avons ex post un résultat mesurable. Alors, vous connaissez la phrase célèbre d'Albert Camus qui disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Je crois que notre débat public souffre beaucoup de l'indétermination, d'objectifs mal nommés ou mal chiffrés, d'effets d'annonce qui prennent toujours le pas sur la mesure des résultats ex post et qui frustrent les concitoyens.
Et puis, dans le champ limité qui est le nôtre, c'est la deuxième cause intéressante, nous avons une capacité d'agir. Nous avons les moyens d'atteindre ces résultats parce que nous avons des instruments, essentiellement le taux d'intérêt. Nous avons le temps, pas un temps indéfiniment, mais on parlait dans la table ronde précédente de la tyrannie de l'immédiateté, nous y échappons. Et puis nous avons cette coopération transfrontière, internationale, le dialogue en confiance entre nous. Nous échappons à ce qui est la très grande difficulté des responsables politiques, c'est l'empilement des compétences, particulièrement en France, et c'est la tyrannie de l'immédiat. Donc je terminerai juste par là sur recréer l'espoir. Ces deux causes modestes que j'ai dites, c'est-à-dire une responsabilité claire et une capacité d'agir, je les mets en regard de l'intervention notamment d'Édouard Philippe, qui, comme beaucoup, m'a frappé hier, sur le combat démocratique que nous avons à mener. Comment est-ce que nous pouvons faire, nous, ce n'est pas seulement la responsabilité des politiques ou des autres, comment est-ce que nous pouvons faire, nous, pour demander un débat public qui incite à la responsabilité dans les objectifs et les résultats et qui donne à nos élus la capacité d'agir. Je m'arrête là. Merci. Alors, effectivement, vous avez déjà fait un petit teasing sur ma prochaine question, puisque émerge, y compris ici au Cercle des économistes lors de ces rencontres, cette idée qui n'est plus tabou d'évoquer la cible d'inflation, parce que vous nous avez rassuré, effectivement, en 2025, l'inflation va retomber à 2%. Mais à quel prix ? Si c'est au prix d'une croissance très faible, voire d'une récession, c'est quand même pas terrible. Et question de base, pourquoi 2% Comment vous avez... Est-ce que c'est au doigt mouillé qu'on a choisi 2% dans les années 90 ou c'est une formule magique ? Alors, comme j'ai dit qu'il n'y avait pas de baguette magique, il n'y a pas non plus de formule magique. Mais d'abord, je voudrais dire que dans nos prévisions, nous revenons vers 2% d'inflation sans récession, hein, en France et en zone euro. Sauf choc extérieur. Alors, pourquoi est-ce que changer la cible d'inflation et la remonter, c'est une fausse bonne idée ? Je crois que la suggestion est associée à l'idée que si on avait une cible d'inflation plus haut, on aurait moins à remonter les taux d'intérêt. Ce qui se passerait, ça serait exactement le contraire. Si nous annoncions que notre cible d'inflation n'est plus de 2, mais de 3, immédiatement, les prêteurs demanderaient des taux d'intérêt plus élevés, d'au moins 1% pour ce... Ah ben alors là, non, Aix, c'est formidable, parce que non seulement il y a les cigales, mais en plus on fait applaudir la cible d'inflation, ce qui est rarissime. Hein. Donc, non, restons à cet applaudissement. Voilà. Alors, d'au moins 1%, parce qu'imaginez-vous que vous êtes prêteur, vous l'êtes d'ailleurs à travers vos contrats d'assurance vie, si on vous dit que votre épargne, elle va être mangée par 1% d'inflation supplémentaire, vous dites j'ai compris, je demande 1% de taux d'intérêt en plus. Et en fait, l'effet va être supérieur à ça sur les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que nous aurons introduit l'incertitude sur l'inflation. Nous aurons changé d'objectif. Et donc, nous aurons perdu en crédibilité. Et ça se traduit, ça se mesure sur les marchés financiers. S'il y a plus d'inflation ambiante, il y a une prime de risque accrue. Donc on augmente de 1%, ça c'est pour compenser le changement nominal de la cible d'inflation, mais on augmente de plus que ça parce qu'on a créé l'incertitude. Je vais prendre un exemple d'actualité très simple. Alors ça, je le dis pour mes collègues non français, nous sommes en France dans un événement très important qui est le Tour de France. Aujourd'hui, vous le savez tous, arrivé en haut du Puy-de-Dôme. Imaginons que les organisateurs, là, ce matin, disent « Ah non, j'ai changé la règle du jeu, l'arrivée n'est plus en haut du Puy-de-Dôme, elle se fait en bas. » Eh bien, à ce moment-là, ils ont perdu toute crédibilité pour la suite de la compétition. Nous, notre crédibilité, c'est notre engagement vis-à-vis de vous, 2% à moyen terme. Merci. Alors, évidemment, puisqu'on a un panel de gouverneurs prestigieux, et qui veut dire qu'il n'est pas d'accord avec François... Andrew Bailey, en tout cas, il va donner son avis sur cette cible.
Non, je ne veux pas dire que je suis en désaccord avec François. En fait, je suis d'accord avec lui. Pour revenir à ces 2%, qu'est-ce que c'est que 2%? C'est en fait l'application pratique de la stabilité des prix. Alors pourquoi 2%? Il n'y a pas de magie là-dedans, mais il y a un point important néanmoins. C'est assez bas pour que les gens n'aient pas le sentiment qu'ils doivent intégrer ce que va être l'inflation dans leurs décisions économiques au jour le jour. Ils peuvent le mettre de côté. Mais ce n'est pas zéro, parce que si vous êtes à zéro, alors vous n'avez pas de possibilité de changement des prix relatifs. Or, ces prix relatifs doivent pouvoir changer dans une économie. Donc, c'est un bon équilibre entre ces deux éléments. Mais je suis tout à fait d'accord avec François, si on changeait ces 2%, non seulement on aurait des problèmes effectivement dans les attentes des gens, on les changerait. François a tout à fait raison. On a les mêmes problèmes au Royaume-Uni et d'ailleurs c'est peut-être pire au Royaume-Uni. On doit revenir à une inflation de 2%, à peu près en même temps que ce que prévoit François pour la France. Alors on a un peu de souplesse dans la rapidité de cet objectif. Mais il ne faut pas que les gens soient perdus et se disent non, ils ne cherchent plus à mettre en place 2%. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel à l'heure actuelle de souligner ces 2%. Pablo Hernandez. Oui, 3 points très rapidement. Tout d'abord, ce chiffre des 2% n'est pas quelque chose qui a été choisi au doigt mouillé, comme vous l'avez dit. En 99 et même en 2021, la BCE a fait une revue stratégique, a procédé à une revue stratégique et a longuement discuté des chiffres les plus hauts et les plus bas. Et ce sont des chiffres qui ont été vus en regard d'une inflation plus ou moins importante. Et le chiffre des 2% a été choisi parce qu'il a été considéré comme le chiffre optimum compte tenu de la littérature empirique et non seulement de 2021, mais à terme. Par ailleurs, quand vous avez une inflation élevée et que vous commencez à avoir des problèmes de crédibilité quant à votre capacité à atteindre le chiffre recherché, ce n'est pas une bonne chose. Et troisièmement, il est vrai qu'il y a eu des articles publiés au cours des 10 dernières années qui justifient une éventuelle augmentation de cette cible pour les banques centrales, mais qui s'appuient essentiellement sur l'argument selon lequel le taux d'intérêt naturel est faible. Mais cela a mené à une forte probabilité selon laquelle les banques centrales devraient viser la base du taux d'intérêt. Mais en fait, si l'on considère qu'il y a une augmentation potentielle du taux d'intérêt naturel, si on intégrait cela, à ce moment-là, on se dirait qu'il est moins nécessaire d'accroître la cible afin de réduire le risque d'atteindre la limite inférieure. Mario. Merci de cette question. En fait, je ne vais rien ajouter à ce qu'ont dit François, Pablo et Andrew. Je voudrais simplement vous rappeler un point important. Nous sommes ici, nous parlons de crise et du rôle des banques centrales lors des crises. Mais il faut aussi être totalement clair quant à la situation actuelle. L'inflation est en train de se réduire plus vite qu'elle n'a grimpé. Ça a été, en fait, la montée a été longue parce qu'elle a été le résultat de différentes crises. Tout d'abord, la crise de la Covid, puis la guerre, la crise énergétique. On a eu une succession de crises qui nous ont fait arriver à ce pic plus lentement que lors des crises précédentes, mais il semble que la descente, le recul se fasse plus vite et nous sommes tout à fait confiants que l'on peut arriver à nos objectifs. À l'heure actuelle, en Europe, le marché de l'emploi est le marché de l'emploi le plus solide que l'on a que l'on ait eu. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni,
Le taux de participation en Europe est de 3 points de pourcentage plus élevé. On a créé 8 millions d'emplois. La moitié de ces emplois sont occupés par des gens qui n'étaient pas encore nés, qui ne sont pas nés, pardon, dans le pays dans lequel ils travaillent. Ce qui signifie que la mobilité au sein de l'Europe est bien meilleure que par le passé. Donc on y arrive en Europe, on est dans la bonne voie et il faut continuer ce processus car c'est la meilleure manière pour nous de nous protéger face à la prochaine crise. On ne sait pas quelle sera cette prochaine crise, mais si nous faisons notre travail d'ici là, nous pourrons beaucoup mieux lutter contre cette crise. Crise, mais selon vous, qu'est-ce qui vous semble le plus menaçant? Quel est le risque, le choc sur lequel vous pensez que les banques centrales doivent se préoccuper? À mon avis, nous sommes encore au sein d'une crise de long terme massive si l'on ne veut pouvoir verdir notre économie. On n'est pas encore vraiment dans la bonne voie au jour le jour. Les problèmes restent et les échéances se rapprochent. Donc je pense que le secteur financier et les banques centrales doivent faire partie intégrante de la solution et ce sont eux qui peuvent nous diriger, nous piloter au sein de cette crise et de ces grandes turbulences. Ils ont des instruments pour ce faire et je pense qu'il y a déjà des scénarios. On est déjà en train de faire des stress tests ou des évaluations, mais il est important que toute l'économie, pas uniquement le secteur financier, trouve un moyen d'internaliser les externalités. Je crois que ça a déjà été mentionné peut-être par Pablo. L'économie tout entière doit pouvoir trouver comment mettre un prix sur le carbone et voir comment changer les choses et inclure cela dans le prix et aussi voir comment ne pas pénaliser les éléments. Je pense qu'il y a une vraie crise de transition et on ne pourra pas atteindre cette transformation verte uniquement en travaillant dans les pays développés. Il y a un élément mondial et il est important de trouver des passerelles économiques pour résoudre le problème et on ne l'a pas vraiment fait. Le sommet de M. Macron était très clair. Ce que l'on a décidé n'est pas applicable par tous. Le coût financier et les mannes financières ne vont pas vraiment dans les pays qui doivent aussi procéder à ce verdissement et qui ont du mal à le faire. Et par ailleurs, notre économie est en train de manger les bases mêmes de tout cela. Récemment, on a essayé de se réveiller. Il est important d'internaliser tout cela et c'est vraiment un point important. J'aimerais quand même vous donner la parole, parce que vous nous avez fait l'amitié de venir jusqu'ici, en ce dimanche matin. Si vous voulez poser une question, vous levez le doigt. Je crois qu'il y en a une déjà à ma gauche, et donc vous avez le micro. Après ce sera vous. Vous avez la parole. Posez votre question. Et vous présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Amine Tadier, économiste. J'étais notamment à Bercy. Donc voilà, ma spécialité, notamment, c'est l'économie monétaire. Ce qui explique ma question, un peu théorique, messieurs. Dear governors, I'm going to speak in English. Cher gouverneur, je vais m'exprimer en anglais. Dans la théorie de Mandel, on a des taux de change fixes et une indépendance des banques centrales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que cette théorie
soit modifié et que l'on remplace l'indépendance des banques centrales par une complémentarité avec les politiques fiscales. Et je suis d'accord pour qu'on ait une union fiscale dans la zone européenne. Une seule réponse sur cette question. Qui a envie de répondre brièvement pour qu'on y ait le maximum d'interventions possible? Non, personne. Vous battez pas, hein, France. Je veux bien me lancer pour compte commun. Je vais faire une défense et illustration de l'indépendance, qui n'est pas toujours très populaire, y compris parmi les responsables politiques. Mais je pense que l'indépendance, c'est complètement démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, ce n'est pas nous qui nous la sommes confiés. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant « ça serait formidable si on était indépendant ». Je vais prendre l'exemple de la zone euro. Il y a eu, c'est dans le traité de Maastricht, je vous rappelle même qu'on a tous voté pour les plus respectables parmi nous en septembre 92 en France. Et il y avait dedans l'indépendance de la Banque centrale. Et on l'a fait pour des raisons pragmatiques, parce qu'on s'est aperçu, et ça reste vrai aujourd'hui, que des banques centrales indépendantes protègent mieux la valeur de la monnaie, évitent mieux l'inflation. Pourquoi? Parce que quand il faut relever les taux d'intérêt, c'est jamais très populaire et c'est donc toujours un peu plus difficile pour un pouvoir politique. La contrepartie de l'indépendance, c'est deux choses essentielles. Je crois qu'on y a tous insisté. C'est un mandat. Quand j'ai parlé de responsabilité claire, il faut qu'on ait un objectif ex ante et un résultat mesurable ex post. Et deuxièmement, c'est le fait qu'on rend compte. C'est ce qu'on fait ce matin, c'est ce qu'on fait devant nos parlements. On n'est pas dans l'indépendance, c'est pas l'isolement, c'est pas la tour d'ivoire. Après, vous posez une question compliquée. Une fois qu'on a cet acquis de l'indépendance, mais qui est limité avec des contreparties, comment est-ce qu'on fait pour parler avec les autres autorités économiques, et notamment l'autorité budgétaire dont Pablo a parlé? Ça, je crois que c'est de la coordination, c'est du dialogue. Nous disons des choses sur ce que nous croyons souhaitable en matière de politique budgétaire, mais je crois qu'on ne peut pas tout mettre sous le même chapeau parce que la politique monétaire risque d'être à ce moment-là trop lente. C'est vraiment d'expérience. On le voit dans à peu près toutes les économies avancées. Aujourd'hui, la Banque centrale est indépendante. Dans les économies émergentes, ça n'est pas le cas. Et malheureusement, la liste des pays où il y a ce qu'on appelle domination budgétaire sur la Banque centrale et donc difficulté à relever les taux d'intérêt, cette liste longue correspond exactement à ceux des pays qui n'ont pas les 5% d'inflation que nous avons nous aujourd'hui en zone euro, mais qui ont des 50%, voire des 500% d'inflation. Profitez-en, vous avez des banquiers centraux qui sont prêts à répondre à vos questions, même si elles ne sont pas techniques, hein. Donc je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais d'abord, vous qui avez le micro. Merci. Je me présente, je suis Saïfeddin Fliss, chercheur en sciences politiques, en droit et sciences politiques, mais je travaille sur le thème, la BCE et la gestion des crises, de point de vue bien évidemment de droit communautaire, sciences politiques et économiques, finances, parce que j'ai une formation en sciences économiques et Quelle est votre question? Donc ma question, actuellement, par rapport à la dernière intervention du gouverneur de la Banque de France, l'indépendance. Donc, est-ce que vous pensez que l'indépendance est un handicap, entre parenthèses, pour la résolution des crises en Europe, ou contrairement, c'est un statut qui est, bien évidemment, c'est un statut défendu par les traités européens et qui permet à la Banque centrale de jouer son rôle monétaire et financier. Mais que tout le monde ait la possibilité... Merci. Vous terminez votre question? Oui, je termine. Voilà. Oui, c'est parce que par rapport à la Banque fédérale américaine, il y a une grande... S'il vous plaît. Par rapport à la Banque fédérale américaine, la Banque centrale européenne, elle est très indépendante par rapport au gouvernement européen. C'est un handicap. Voilà, alors ça c'est un point de vue, mais alors moi je vous demande plutôt de poser des questions. Et pour que tout le monde puisse poser des questions, on va les prendre en rafale et il y aura une réponse collective. Allez-y, monsieur a levé le bras et ensuite monsieur là-bas. Voilà.
Et essayez de poser une question courte, et une question, hein, pas un point de vue. Absolument. Je voulais revenir sur les, Bien le micro. Je voulais revenir sur les 3%. À cette rencontre, on a parlé de la crise verte, hein, et du fait qu'il allait avoir une augmentation des prix liée à la crise verte. Et on sait qu'il va y avoir une augmentation des prix, donc on sait que la fluctuation des prix va être plus importante que 2%, a priori. La question la question, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans le combat de l'inflation? D'accord. Encore une question là-bas, ça sera peut-être la dernière parce qu'il nous reste 2 minutes. Très schématiquement, Patrick Portolano, association ACP Énergie. Est-ce qu'il y aura un jour une banque centrale du carbone qui gérera les émissions de carbone de la même façon qu'on gère les masses monétaires? C'est-à-dire qu'on aboutisse rapidement à une inflation négative sur le carbone fossile, sur lequel s'aligneront tous les outils économiques. Alors, il reste 2 minutes. Qui veut répondre à ces questions? C'est peut-être Jean-Paul Paulin qui va conclure. Non, mais si Andrew veut dire 2 mots, qui va... Oui. Oui, ok. Alors, 30 secondes de réponse à ces 3 questions. Très brièvement, en ce qui concerne le carbone, la question est le prix du carbone et le marché du carbone. Il ne faut pas une banque centrale, mais il faut un calcul du prix du carbone sur les marchés. Je sais que c'est une manière très anglo-saxonne de répondre à la question. Non, parce que je suis d'accord sur le prix du carbone. Votre question fait partie d'une proposition de Christian Gaulier, par exemple, qui est économiste à Toulouse, qui a proposé une banque centrale du carbone. Moi, j'espère que ça peut être des autorités politiques avec toujours cette histoire du mandat clair et des moyens d'agir. Mais peut-être il faudrait une autorité indépendante. À propos d'autorité indépendante, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas que la Banque centrale. On a le plaisir d'avoir ici Benoît Cœuré au premier rang, qui est président de l'autorité de la concurrence. Voilà un autre exemple d'indépendance. Ça marche, on doit rendre des comptes. Pour autant, il y a d'autres façons d'avancer avec, 1, la responsabilité, 2, la capacité. La conclusion, Jean-Paul Paulin. Oui, voyons en 2 mots. La première chose, on retiendra d'ailleurs que tous les gouverneurs présents ici se sont prononcés contre une augmentation de la cible d'inflation. Deuxièmement, ils affirment que les banques centrales ne peuvent pas tout faire et qu'il y a effectivement des choses à voir du côté notamment des politiques budgétaires et particulièrement au sein de la zone euro. Troisièmement, même si elles ne peuvent pas tout faire, il y a quand même un certain nombre d'objectifs qu'on leur a donnés, qu'on leur a fixés, qui font partie, pour lesquels elles sont légitimes. Et ces objectifs-là, elles pensent qu'elles sont susceptibles de les atteindre. C'est ça sans doute une des pierres du rebond des économies à venir. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous.